Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Catherine Lachaud, alias Cathy et puis c'est tout, psychopraticienne en relation d'aide et conférencière, spécialiste des schémas relationnels toxiques et de la reconstruction personnelle. Ce podcast a pour but de vous aider à comprendre et déceler les schémas relationnels toxiques et leurs conséquences, et de vous accompagner dans votre reconstruction personnelle. Mon objectif est de vous faire avancer vers l'apaisement et sortir des liens toxiques pour renaître et vous épanouir. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite et n'hésitez pas non plus à laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Ça aidera à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes qui en ont besoin. Je vais m'adresser ici à tout le monde, bien sûr, mais aux personnes non victimes de relations d'emprise en particulier. Dans ce type d'histoire, il est courant d'entendre ce qu'on appelle du victim blaming. Le victim blaming, ou le fait de blâmer la victime, est une attitude qui consiste à tenir les victimes d'une agression ou d'une injustice pour responsables de ce qu'elles ont subi. La culpabilisation de la victime permet d'éviter de condamner l'agresseur qui se voit accorder des circonstances atténuantes. Même si le victim blaming est blessant, il est le plus souvent une réaction maladroite induite par un schéma de diktat social. On a toujours fait comme ça, donc c'est normal. Et surtout, c'est un marqueur d'une véritable incompréhension de ce qui se joue dans une relation toxique. Une des phrases les plus entendues, c'est « mais pourquoi il est resté ou pourquoi elle est restée, si c'était si invivable, si violent, si dangereux, si insupportable, bref. » Eh bien, je vais essayer d'allumer quelques bougies sur le chemin pour vous aider à comprendre. Voici 6 raisons qui font qu'une victime reste avec son agresseur. Relation toxique et après, c'est parti. Alors oui, la victime reste, souvent longtemps, parfois beaucoup trop longtemps, et souvent aussi parce qu'elle n'a pas vraiment d'autre solution. Elle reste en premier lieu par amour, et oui. Aussi surprenant que ça puisse paraître, l'amour est souvent au cœur de la relation. Avec un ou une conjointe, avec un parent, l'histoire a commencé sur fond d'amour, en tout cas pour la victime, mais parfois, et souvent, aussi pour l'agresseur. C'est ensuite que ça a dérapé. Imaginez une seconde, vous rencontrez la personne qui fait vibrer votre cœur. Tout a l'air parfait. L'amour s'installe, vous l'aimez, il vous aime, ou elle vous aime, ou au moins vous le laissez croire, mais s'installent peu à peu des dysfonctionnements. Quelques disputes d'abord, puis des noms d'oiseaux, puis de la culpabilisation, puis de la violence psychologique, des menaces, du chantage, du dénigrement, de l'humiliation, mais bien sûr, tout cela ponctué de phases de réconciliation, parfois intenses, lors desquelles tout semble redevenu comme au premier jour. L'amour reste là, et on se dit que ce sont les aléas de la vie, que les disputes, c'est chez tout le monde. Oui, l'amour reste là. Il se teinte de blessures, d'éclaboussures, de doutes parfois, mais il est là. Imaginez sinon un enfant qui aime sa mère, et sa mère l'aime en retour, mais de façon dysfonctionnelle et conditionnelle. L'amour est là du côté de l'enfant, et il est là du côté de la mère. Sauf qu'ils ne mettent pas le même sens derrière ce mot. Maman aime son enfant, oui, mais à condition qu'il la rende fière, qu'il réussisse, qu'il obéisse, qu'il soit sage, qu'il se taise, qu'il soit intelligent, etc. Qu'il ait 3 ans, 17 ans ou même 35 ans. L'enfant aime sa mère, sans condition, parce qu'elle l'a mise au monde, parce que sa survie de bébé dépend d'elle, parce qu'elle le nourrit, parce qu'elle lui donne un toit, elle l'élève, elle lui enseigne, le réconforte, lui donne un cadre, parce que dans la société, on aime ses parents et on en prend soin. On ne se voit pas sans cette personne auprès de nous, etc. Une des autres raisons, c'est la dépendance. Alors, affective souvent, mais aussi financière, matérielle, professionnelle, émotionnelle. Il est courant, dans une dynamique relationnelle toxique, que l'un menace l'autre en ces termes.
Personne d'autre que moi ne voudra de toi. Sans moi, tu pourras pas t'assumer, c'est moi qui ai l'argent. Et si tu pars, t'auras rien. Si tu quittes ton boulot, on n'aura plus rien, tu peux pas faire ça. Et puis, tu n'as pas fait d'études, tu trouveras jamais de travail. Et en retour, la victime prend parfois conscience qu'elle est dans une situation précaire et délicate, qui l'empêche de sortir de cette relation. Lorsque vous êtes seul, sans enfant, c'est déjà difficile de se mettre en danger en quittant le foyer parental, par exemple, sans ressources fixes, sans point de chute, etc. Mais lorsqu'entre dans l'équation un ou plusieurs enfants, les choix sont d'autant plus difficiles à faire. Vous ne vous mettez pas seulement en danger vous-même, mais vous incluez vos enfants dans votre prise de risque. Et c'est là que j'en viens à mon troisième point. On reste par peur, ou à cause des menaces. Eh oui, la peur fait rester. Pas que la situation dans un contexte de violence psychologique ou physique soit rassurante, non. Mais la sortie de cette situation peut paraître et s'avérer parfois bien plus dangereuse encore. Preuve en est d'ailleurs du nombre croissant de victimes de féminicide, par exemple. 50% d'entre elles sont victimes d'un ex-conjoint, donc de quelqu'un qu'elles ont quitté. Elles ne sont donc pas restées dans la relation, ce qui ne les a pas empêchées d'être la victime de leur ex-conjoint. Dans ce type de relation, la peur, c'est un moteur puissant, que ce soit pour partir ou pour rester. Si tu pars, je te tue. Si tu me laisses, tu verras plus jamais les enfants. Pars et je me suicide. Si tu t'en vas, je dirai à tout le monde ce que tu caches. Sexualité, blessures, traumas, secrets de famille. Si tu refuses de rester, j'enverrai à ton employeur et à toute ta famille la sextape que j'ai de toi. Tout le monde verra qui tu es et plus personne ne te croira. Ils te jetteront tous et tu seras seul. Les agresseurs ne manquent pas d'arguments convaincants pour vous obliger à rester et subir toujours et encore plus. Parfois, la peur, notamment pour sa propre vie, est un moteur pour partir, si on le peut. Imaginez une minute que vous n'ayez plus de moyens de paiement, qu'on vous ait confisqué les clés de la voiture ou que la porte de la maison soit fermée et que vous ne puissiez pas partir. Et puis quand vous y arrivez, l'autre revient souvent avec les arguments précédents pour nous convaincre que c'est mieux de revenir. Sinon... La quatrième raison, on reste par honte, par culpabilité. Les victimes ont bien conscience que quelque chose n'est pas normal, que quelque chose ne va pas dans cette relation. C'est pas normal d'avoir mal au ventre chaque fois qu'on entend les pas de sa mère dans l'escalier. C'est pas normal que notre conjoint ou notre conjointe se moque de nous ou parle de nos moments intimes devant les amis ou les collègues. C'est pas normal qu'on nous menace de nous retirer les clés de la voiture ou nos moyens de paiement si on refuse de décrire, photo à l'appui, ce qu'on fait et avec qui à tout moment de la journée. C'est pas normal de recevoir des coups et de rester, d'excuser sans cesse l'auteur. Tu sais, il a eu une journée stressante et moi j'en rajoute. Oh, elle supporte pas que la chambre soit pas rangée, c'est de ma faute. Et c'est parce qu'elles ont conscience de cette dichotomie qu'elles voient qu'elles manquent de congruence, qu'elles perdent en crédibilité à leurs propres yeux. Alors s'installe la honte. Honte de se laisser faire. Honte de ne pas trouver de solution. Honte de ne pas réussir à protéger ses enfants. Honte d'avoir fait ou accepté de faire des choses répréhensibles. Vol, malversation, etc. Ou socialement mal acceptées, de l'échangisme, de la pornographie, des pratiques avilissantes, souvent en lien avec la sexualité. La culpabilité d'avoir cautionné, accepté, ou peut-être volontairement ignoré ce qui se passait, de n'avoir pas su défendre ses enfants, ou de n'avoir pas pu aider une personne chère dans la difficulté. La culpabilité que fait peser l'agresseur sur la victime. Très bien, pars, et tant pis si ton père meurt de chagrin, ce sera de ta faute. C'est ça, quitte-moi. Faudra pas t'étonner si je retombe dans la drogue. Mais oui, fais ta valise et regarde ton fils qui pleure à cause de toi, t'es vraiment une mauvaise mère. Des bagages bien lourds à porter, n'est-ce pas? Elle reste aussi par manque d'estime de soi ou de confiance en soi.
à force de dénigrement, de critiques, d'insultes, d'accusations et d'humiliations, il y a à peu près toutes les chances pour que votre estime de vous et votre confiance en vous se soient fait la malle. Par conséquent, vous en êtes réduit ou réduite à vous dire que vous ne méritez pas mieux, que vous l'avez bien cherché, et qu'au fond, une quiche comme vous a déjà bien de la chance que quelqu'un accepte de lui mettre un toit sur la tête. Il est même possible que vous n'ayez plus d'emploi, ou arrêtez vos études, ou que vous ayez coupé les ponts avec un certain nombre d'amis ou de membres de votre famille, ou les deux à la fois, ce qui vous confortera dans l'idée que vraiment, vous ne valez pas le coup, et que c'est déjà beau d'avoir quelqu'un pour vous abriter et vous nourrir. Alors, puisque vous ne valez rien, et que vous êtes sûr d'échouer à progresser, pourquoi prendre le risque inconsidéré de perdre le peu que vous avez ? Il y a aussi l'espoir que tout s'arrange. Eh oui, les disputes, la violence, qu'elles soient verbales, psychologiques, économiques, physiques, c'est moche, c'est vrai. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Avant, c'était beau. On s'aimait, on riait ensemble, on parlait, on était complices. Eh oui, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Alors pourquoi on ne pourrait pas retrouver tout ça ? Cette personne joyeuse, patiente, empathique, elle existe, vous l'avez vue. C'est sûr, vous allez trouver un moyen de la faire réapparaître chez votre conjoint, chez votre parent, chez votre ami. Malheureusement, ça ne se produit pas, ou très rarement. Et c'est l'espoir que tout s'arrange qui maintient la victime dans cette situation et qui l'incite même à redoubler d'efforts pour parvenir à retrouver les bons moments du début. Elle s'oublie petit à petit, s'attache aux moindres détails qui pourraient améliorer les choses, s'efface, dépérit, harassée par ses efforts infructueux, épuisée par les attaques, vidée de toute son énergie pour se défendre, pour rien. Voilà, c'est ça la vie de la victime pendant la relation. Rechercher l'attention qu'elle a perdue, faire durer l'amour dans la relation, craindre pour sa sécurité, émotionnelle, psychologique, parfois physique, et ce sur le long terme. Ne pas avoir d'horizon, pas de porte de sortie, pas d'oxygène. Anticiper la prochaine attaque, la prochaine blessure. Craindre de ne jamais avoir la paix, même si elle part. Craindre pour sa santé mentale. Se sentir enfermé dans un piège dont il ne lui est pas possible de sortir. Alors comment l'envisager ? Vous partiriez, vous, si vous vous imaginiez que ça pourrait être pire après ? Ces 6 raisons que je viens de vous évoquer ne sont pas bien sûr les seules. Il en existe d'autres, nombreuses, comme l'impression d'être responsable des actions de son partenaire, la peur d'être seul, la peur du rejet, la peur de ne pas être cru. Alors avant d'utiliser cette phrase à l'emporte-pièce, pourquoi il ou elle est resté ? Pourquoi il ou elle ne part pas ? Pensez à tout ce qui se joue dans le secret du foyer, d'une part, et dans la tête de la victime, d'autre part. Peut-être trouverez-vous un moyen de lui être utile avec un mot, un soutien, une main tendue et un peu moins de jugement. Si vous souhaitez être accompagné, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou avec le thérapeute de votre choix qui vous aidera à progresser sur votre chemin. Merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast. J'espère que son contenu aura pu vous éclairer. Et si vous avez besoin d'être accompagné pour sensibiliser, informer et déconstruire les schémas relationnels toxiques ou vous reconstruire après une relation toxique, vous pouvez me contacter sur mon site apaisementpsy.com, mon profil LinkedIn Catherine Lachaud ou par mail catherine@apaisementpsy.com ou lesfillesdev3@gmail.com. J'espère vous retrouver bientôt pour le prochain numéro de ce podcast. En attendant, prenez soin de vous.